C'est reparti, voilà, dernier rendez-vous ici sur l'estrade. Big 11e édition, c'était une formidable édition, une très bonne cuvée que l'année 2025 ici donc à l'Arena de Bercy à Paris. Vous savez qu'on ne parle que de l'IA, un petit peu partout sur tous les stands, on ne parlait que de l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle incontournable mais tellement utile. Et savez-vous que l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle a un coût caché, vous le savez évidemment, bien entendu, celui de l'énergie, celui du climat. Les usines de l'IA, vous savez, ces data centers ultra puissants, consomment massivement en électricité et en refroidissement. Et si rien ne change, la facture énergétique environnementale, elle risque d'exploser. Mais heureusement, voici une nouvelle révolution qui est en marche, le refroidissement immersif. Refroidissement immersif. Retenez bien cette expression. Immerger directement les serveurs dans des liquides non conducteurs permet non seulement de réduire drastiquement la consommation énergétique, mais aussi d'améliorer la performance et la longévité du matériel. Ben voilà, on va tout vous raconter avec trois hommes passionnants. Par qui je commence? Tiens, tout au bout. Frédéric Delperroux, bonjour. Bonjour Fabrice. PDG de Total Linux et Yttrium. Total Linux, c'est un intégrateur expert en calcul haute performance pour aider les entreprises éco-responsables à maximiser l'efficacité énergétique, réduire leur empreinte environnementale de leur data center. Et puis Yttrium, que vous présidez également, vous fabriquez des data centers intelligence artificielle immergés, donc éco-responsables. Et vous nous expliquerez justement dans un instant en quoi ils sont éco-responsables au centre d'un bâtiment d'affaires. Thierry Grusca, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur Innovation France de Cisco, qui organise cette table ronde. Et vous pourrez aller voir juste derrière, avant que ça ferme, le stand Cisco, avec justement le fameux objet, justement. Cisco, on va le rappeler, hein, leader mondial des infrastructures numériques, avec évidemment un focus sur la cyber, l'IA, et puis vous aider les entreprises à se transformer numériquement de manière sécurisée. Avec nous également, il y a David Brulet. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Vice-président décarbonation data center électronique chez Total Energy. Voilà, Total Energy, est-ce qu'on doit présenter ce géant mondial français dont on est fier, hein? Voilà l'idée de comprendre les énergies de décarbonation des secteurs. On va voir tout ça évidemment avec vous justement, puis vous irez voir après le fameux bac, hein. Je voudrais d'abord qu'on fasse un constat. Je l'ai un peu effleuré dans ma présentation. Je voudrais que vous nous racontiez pourquoi il faut agir vite. Je ne sais pas qui commence. Tiens, Frédéric, par exemple. C'est quoi aujourd'hui l'empreinte énergétique réelle des data centers qui alimentent l'intelligence artificielle? Alors cette empreinte, elle est énorme puisqu'en fait, elle est constituée de différentes énergies comme l'eau, comme l'électricité. Et elle est colossale. Elle est aujourd'hui consommée par un grand nombre d'acteurs qui hébergent toutes ces machines, tous ces serveurs, pour les activités réseau, les activités data, etc., et les activités IA, donc via GPU et CPU. Donc aujourd'hui, on a une consommation qui est colossale et qui ne fera que croître, de toute manière, au vu de toute la demande qu'il va y avoir et qui est déjà existante. Thierry, je vous donne la parole dans un instant, mais je suis allé voir sur votre site Yttrium quelques chiffres. On ne va pas vous assommer avec des chiffres, hein. 20% de l'électricité mondiale est consommée par Internet. Exact. 10% des gaz à effet de serre sont produits par les data centers. Exact. 600 milliards de litres d'eau sont utilisés chaque année pour le refroidissement des data centers. Je ne sais absolument pas à quoi correspondent ces 600 milliards de litres d'eau. Mais voilà, j'ai l'impression spontanément que c'est beaucoup. L'eau sert aujourd'hui pour le refroidissement des data centers. Oui. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que cette eau, elle est perdue. Bah, bien sûr. Elle est utilisée pour refroidir les serveurs. Et malheureusement, c'est aujourd'hui une technologie qui est devenue très très ancienne. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle technologie, qui est une technologie de refroidissement par huile, on en parlera après, On va en parler. et qui, elle, ne consomme absolument pas une goutte d'eau. Thierry, il y a péril en la demeure, il faut agir vite. Certainement les deux, oui. En fait, pour compléter ce que disait Frédéric, hein, dans l'efficacité énergétique, aujourd'hui, on n'est pas très bon. Ce n'était pas dérangeant quand on ne s'intéressait pas à l'empreinte environnementale. Juste un chiffre, aujourd'hui 60% de l'énergie va aller au serveur, tandis que 40% va aller au refroidissement. Il y a aussi un impact sur les infrastructures parce qu'il faut que l'air circule, les espaces doivent être plus grands. L'impact environnemental,
qui implique aussi de l'eau pour aller refroidir tout ça, est vraiment assez généralisé. Et on peut mieux faire avec des technologies éprouvées maintenant qu'il va falloir déployer plus rapidement et plus largement. On va voir lesquels. Ça veut dire quoi, David Bruley? Le refroidissement traditionnel, il a atteint ses limites? Alors, en fait, pour revenir peut-être sur certains des chiffres qui ont été mentionnés, les data centers, ça consomme aujourd'hui de l'ordre de 460 TWh d'énergie par an. Juste, quand on parle de chiffres, de milliards de térawattheures, donnez-nous des équivalences, par exemple, la consommation d'une ville, d'un pays, etc. Enfin, qu'on se rende compte un petit peu, quoi. C'est un gros pays européen. À l'échelle c'est un gros pays européen lui-même. Oui. Ah voilà. ouais. Et en fait, ces data centers, leur consommation va augmenter à une croissance qui est à 2 chiffres tous les ans. Donc à l'horizon 2030, il devrait représenter près de 1000 TWh. Donc c'est juste monstrueux. Donc il y a un vrai enjeu sur leur efficacité énergétique. Consommer moins d'énergie, il faut qu'ils consomment moins d'énergie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une demande qui est croissante notamment sur l'IA, avec donc du coup des modèles de consommation qui sont différents, avec une consommation qui jusqu'à présent sur l'IA était plutôt sur le machine learning à distance, loin des lieux habituels de consommation, et qui désormais est en train de revenir plus proche des sites de consommation, plus proche des villes. Et quand on se rapproche des agglomérations, quand on se rapproche des utilisateurs, il y a des enjeux d'acceptabilité. Et le refroidissement, pour revenir sur votre question, est un des enjeux. C'est-à-dire que le refroidissement, c'est près de 40% de la consommation d'énergie d'un data center aujourd'hui. Il faut améliorer l'efficacité énergétique de ces data centers. Si jusqu'à présent on était sur un refroidissement eau, on est passé à une technologie air, l'immersion est l'avenir. L'immersion est l'avenir, Frédéric, justement, en quoi cette immersion, ce refroidissement immersif, quelque part, il peut réduire la consommation et donc réduire les émissions de CO2? Alors, il réduit énormément la consommation, puisqu'en fait, on va parler d'un indice énergétique qui s'appelle le PUE. Dans un data center, le PUE, c'est ce qui va mesurer son économie sur l'énergie dédiée uniquement au refroidissement des équipements informatiques. Donc aujourd'hui, sur un data center classique en air, on va être sur des PUE moyens en Europe d'1,4, 1,5. En eau, on va être sur du 1,2, 1,15. Et en immersion, donc en refroidissement par, entre guillemets, huile, c'est pas vraiment de l'huile, mais on va dire que c'est de l'huile. On va en reparler. Voilà, on sera sur du 1,01, 1,02, voire 1,03. Donc en fait, on va utiliser pratiquement 100% de l'énergie qu'on va absorber pour faire tourner les serveurs. C'est-à-dire qu'il y aura pratiquement plus de déchets, entre guillemets, d'énergie pour faire du refroidissement. Non, bien sûr. Je parle, ça réduit les émissions de CO2, ça réduit aussi le bruit aussi. Hein. Ça, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est plus de CO2, pollution également. Il y a plus de CO2 dans le refroidissement par immersion parce qu'en fait, on est sur un circuit fermé. Le liquide tourne dans une pompe et un échangeur et on ne recrache rien à l'extérieur. Donc plus de CO2, plus de gaz à effet de serre. Il n'y a plus de bruit, forcément il n'y a plus de bruit, puisqu'en fait ce ne sont plus que des composants électroniques qui vont tourner dans un bac et il n'y aura plus d'éléments tournants, donc plus de bruit. Ouais. Concrètement, comment ça fonctionne l'immersion? Ça ressemble à quoi exactement? C'est grand comment? On ira voir, vous pourrez aller voir hein, d'ailleurs, mais quel bénéfice concret pour les performances des serveurs? Allez, présentez-nous l'objet en question. Thierry Grushka. Alors l'objet en question, généralement, si vous visualisez les data centers, généralement vous avez ce qu'on appelle des racks, qui sont des tours verticales dans lesquelles sont insérés horizontalement des serveurs. Là, en fait, on va se retrouver dans un bac plein de ce fluide, qui est presque une huile, et le rack il va être plutôt allongé et les serveurs vont venir à l'intérieur verticalement. On va gagner énormément en densité, ils peuvent être plus proches. Il n'y a pas besoin que l'air circule entre les deux pour que ça refroidisse. Un chiffre, en efficacité de refroidissement, ce fluide refroidit 25 fois plus que ce que l'air peut refroidir. Donc il y a un gain énorme sur ce sujet-là. Et donc on va se retrouver donc, avec ces bacs qui sont fermés avec un coffre. Pas de bruit, on peut venir faire de la maintenance, l'entretenir, etc. Et bénéficier de ce circuit fermé d'eau qui va venir refroidir l'huile qui chauffe un petit peu. Et globalement, en termes de performance, les composants sont beaucoup moins soumis.
Donc, au lieu de tourner aux températures habituelles de jusqu'à 70-75 degrés, là, on va être dans les 50-55. Donc, ça prolonge la durée de vie. Donc, on sait bien que l'impact environnemental est aussi proportionnel à la durée de vie de ces durée de vie composants. d'un objet, bien Voilà. entendu. On ne va pas être obligé de le jeter tout de suite, de le recycler, etc. Mais est-ce qu'il y a des cas d'usage déjà probants? Est-ce qu'il est déjà, ou est-ce qu'il est déjà déployé? Alors, il y a des clients qui tournent, il y a beaucoup de clients qui tournent aux États-Unis, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont une force de frappe qui n'est pas la même que partout dans le monde. On en a beaucoup en Asie, beaucoup de data centers en Asie, et en Europe, on en a quelques-uns qui commencent à arriver tranquillement. Ouais, bien sûr. David Bruley, c'est une solution efficace. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que c'est la seule solution? Non, ça fait partie des panels des solutions. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de solutions faciles à adopter qui ont déjà été utilisées ou prises par les data centers. Accès à de l'énergie verte, travailler sur des diesels qui soient biosourcés pour leur système de backup, des batteries. Donc, il y a plein de solutions qui ont déjà été déployées. Maintenant, l'immersion arrive désormais, et devient un enjeu critique à cause de ce développement de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est une des solutions pour les nouveaux data centers, surtout sur l'IA. Est-ce qu'il reste encore Frédéric, des Total Linux, des limites techniques, des contraintes qui restent encore à surmonter? Non, aujourd'hui, ça fait quand même 15 ans qu'on travaille sur cette technologie. Les constructeurs informatiques ont validé des modèles, ce qu'on appelle des form factors pour l'immersion, dédiés à l'immersion. Les fondeurs, qui c'est les fondeurs? C'est Intel, AMD, Nvidia, ont validé tout ou partie certains de leurs composants pour l'immersion. Donc aujourd'hui, on a pratiquement des greenlights à peu près à tous les niveaux. Les derniers sont en train d'être levés. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le boulevard arrive et on va pouvoir déployer massivement cette technologie. Déployer massivement, à condition que les réseaux soient au rendez-vous. Thierry Grushka, Cisco, c'est quoi le rôle que jouent les infrastructures réseau, la connectivité pour, comment dire ça, tirer pleinement profit de ces refroidisseurs? Oui, alors effectivement, quand on parle des composants, on a beaucoup parlé des serveurs, avec la partie calculateur, compute, et puis le stockage, la mémoire, mais il y a aussi les dispositifs réseau. Donc on évalue aussi chez nous la possibilité de pouvoir immerger ces composants-là, de sorte d'avoir des data centers 100% émergés sur toutes leurs composantes. Après, la dimension du réseau, on sait que le réseau, ça a permis d'avoir accès à plusieurs éléments de calcul ou de mémoire à distance de façon distribuée. On est en train de l'appliquer pour l'intelligence artificielle et donc de réunir en une seule plusieurs GPU qui vont pouvoir calculer parallèlement ensemble. La même chose pour unifier de la mémoire en faisant croire au système qu'on a une mémoire géante qui va permettre de calculer tout ce dont on a besoin pour l'entraînement et puis pour l'inférence en IA. Il y a une, comment dire, je sais pas comment on utilise de façon rationnelle, on rentabilise quelque part les équipements, justement, on fait une sorte de 2 en 1, c'est ce que vous nous dites. Oui, oui, tout à fait. Ouais, et en plus, on est capable de reconfigurer à la volée en fonction des besoins des utilisateurs. Ouais. Donc nous, on est sur des dispositifs où, à un instant donné, on va demander tant de mémoire, tant de calcul pour faire telle ou telle opération d'IA. Un autre client viendra se connecter 10 heures plus tard avec une autre configuration. Mais on est dans un usage de ces composants hardware 24 sur 24 et non pas quelque chose qui est dédié à un endroit et qui est utilisé que 8 heures par jour. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça serait une façon, quelque part, de convaincre, de faciliter l'adoption. Qu'est-ce que vous racontez, vous, par exemple, acteurs réseau comme Cisco ou intégrateurs comme Total Linux, pour accélérer quelque part le déploiement de ces refroidisseurs immersifs? En fait, on additionne les bénéfices que l'on peut aller voir au niveau IT, mais aussi au niveau infrastructure. Et toutes les entreprises qui ont un programme de net zéro carbone, c'est quelque chose qui va permettre de les aider. Un titre d'exemple avec un chiffre, aujourd'hui, le rack dont je vous parlais, avec refroidi par air, ne peut permettre de refroidir que 15 kW. L'équivalent d'un très gros appartement ou une grande maison, on va dire, en termes de puissance énergétique, ou David, tu me corrigeras. L'intelligence artificielle nécessite de faire tourner 50 kW, 150 kW sur ce même rack.
les optimisations sur lesquelles on travaille avec l'immersion, avec les composants qui consomment moins, avec des partenaires qui utilisent moins de calcul et moins de mémoire, nous permettent d'avoir l'équivalent de 65 kW pour 15 kW. C'est ça, en 5 fois fait, plus. qu'on présente. Ouais, bien tout sûr. à fait. Ouais. Frédéric Delperroux, justement, comment, voilà, Rien à rajouter. rien à rajouter, bah, très bien, très bien. Et alors, il y a peut-être quand même quelque chose à rajouter, David Bruley. C'est montrer quelque part que cette technologie, elle peut devenir un avantage compétitif pour les entreprises qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Là, on est resté beaucoup sur la technique, on est resté sur l'environnement, bien sûr. Les entreprises, elles vont devenir encore plus compétitives. Alors, il y a un enjeu compétitivité, mais je pense que le premier enjeu, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire que ces data centers doivent être à proximité de lieux de consommation. Et de plus en plus, alors il y a beaucoup de monde qui cherche à développer des data Alors, centers. ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, les data centers, on ne savait pas toujours où ils se trouvaient, c'est ça? On ne saura pas toujours où ils seront non plus, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont à proximité de la consommation. Parce que quand vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur ou votre téléphone, vous voulez avoir un accès rapide à l'information, et donc il y a ce temps de latence qui est important pour la consommation. Donc du coup, les data centers doivent se rapprocher des lieux de consommation, et pour s'installer avec des puissances de calcul qui vont être croissantes, il faut montrer aux communautés, aux collectivités où on est en train de s'installer que ces serveurs vont créer de l'emploi, qu'ils ne vont pas nuire à la stabilité du réseau électrique, qu'ils ne vont pas absorber toutes les réserves d'eau et qu'il n'y aura pas de nuisances sonores. Donc l'immersion fait partie des solutions pour pouvoir montrer que pour la collectivité, on est en train d'apporter un bénéfice, un serveur qui bien sûr va permettre de développer le tissu économique local, mais tout en travaillant sur les aspects environnementaux et acceptabilité. Juste. Au-delà de ça, on est en train de parler de transfert de fluide, transfert de chaleur. Donc, il y a, avec la chaleur des data centers, une chaleur qui peut être réutilisée. Réutilisé pour les monsieur et madame tout le monde, les entreprises. Quelle piste? Typiquement pour faire de la récupération dite de chaleur fatale. Tout juste, bien Pour sûr. que l'on puisse réinjecter dans un réseau de Réseau chaleur d'eau urbain chaude ou de, bien sûr. qui peut exister dans la commune Bien ou sûr. dans le quartier dans lequel est, comme le disait David, le data center. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus chercher à sortir des villes le data center parce que c'est un bâtiment industriel qui n'est pas forcément très esthétique. Aujourd'hui, on va peut-être plutôt essayer de les faire revenir au cœur des villes, au centre-ville, de manière à être au plus proche des utilisateurs et surtout des gens qui peuvent éventuellement avoir besoin de cette chaleur. Et là, est-ce que vous y voyez aussi un outil de souveraineté aussi? Évidemment. Oui. Évidemment. Là, avec je dirais le retour des data centers Proche de proche des l'utilisateur. utilisateurs, et notamment en France ou dans les autres pays européens, évidemment, on aura de la souveraineté numérique à tous les étages. La France et l'Europe ont une carte à jouer justement sur ce terrain. Thierry Grushka, Cisco. Oui, particulièrement la France, parce que, notamment en termes d'empreinte carbone, on a en France une énergie décarbonée, pour simplifier, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Sûr. Donc finalement, On a si le on veut nucléaire, gagner bien plus, sûr. il faut regarder ailleurs. Et donc en fait, c'est un avantage qu'on a ici de pouvoir motiver des industriels, des acteurs à aller avancer sur ces quelques pourcentages de plus à réduire l'impact environnemental, tout en travaillant sur en plus des produits qui sont renouvelables. David, le fluide, c'est un produit qui dure longtemps et qui se dégrade. Alors, en, ce très peu de fluide, temps. on a dit que ça ressemblait vaguement à de l'huile. Hein. Bon, on va essayer d'être un peu plus précis. Il est fabriqué comment? On peut le garder combien de temps? Allez, David Bruley, Total Energy. Alors, nous concernant, il s'agit d'un produit biosourcé. Oui. C'est-à-dire que donc, généralement, les fluides d'immersion sont produits à partir de fossiles, d'énergie Bien fossile, sûr. de pétrole, et donc qui est converti, hydrogénation, et puis ensuite qui est transformé dans une colonne de distillation. Nous, le seul produit qu'on commercialise sur l'immersion, c'est un produit qui est biosourcé, donc à partir d'huile de cuisson usagée. Carrément. Et il y en a assez? Oui, les gens mangent beaucoup. Pour le moment, oui. Bon. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une matière première Si qui ça va amenait- être en concurrence si ça amenait à se avec d'autres développer, usages. Bien sûr, ouais. Juste, la question que je vous posais tout à l'heure, mais je vous la pose à nouveau à vous, David, ou Thierry, s'il veut répondre, ou Frédéric, sur l'avantage compétitif que ça peut amener aux entreprises. Parce en effet, on a parlé de proximité, de durabilité, d'environnement, etc., etc. Est-ce que vous avez planché sur des modèles économiques, sur le coût d'investissement versus
évidemment les gains, les économies à moyen long terme. Vous allez dire que c'est mon dada, mais le premier enjeu, c'est l'acceptabilité. Oui. Les data centers, ce qu'ils cherchent, c'est se développer le plus rapidement Tout juste, possible. Il y a ouais. un enjeu, c'est avant 2030, avoir le plus de capacités installées possible. Et pour avoir ces capacités installées, il faut obtenir les permis. Pour avoir ces permis, il faut embarquer avec nous toute la communauté autour du data center. Donc là, il y a ce premier enjeu, il est économique, parce qu'un data center qui va être opérationnel plus rapidement va permettre de générer des revenus pour ceux qui sont propriétaires de ces data centers. Ensuite, le principal atout de l'immersion par rapport aux autres procédés de refroidissement, c'est l'économie qui est faite sur la consommation d'énergie. Les chiffres ont été mentionnés tout à l'heure. Et donc là, oui, il y a un gain économique à utiliser ces liquides de refroidissement plutôt que d'utiliser du refroidissement par air. Thierry Grushka, chez Cisco, vous avez chiffré les gains pour une entreprise ou un secteur? Alors en fait, il y a une partie, pour simplifier, on va dire, d'OPEX et de CAPEX, donc c'est-à-dire de tout ce qu'il faut payer en tout venant tous les ans, et puis les investissements. En termes d'investissement, on a pu observer, comme disait Frédéric, ça existe depuis 12-10 ans, moins 40% sur ce qu'on appelle le total cost of ownership. Donc c'est assez significatif. C'est marquant, ouais. David parlait de la rapidité. Oui. En termes, Frédéric pourra développer, mais en termes de déploiement, le temps d'installation est 3 fois plus rapide. Donc quand on veut aller vite, et donc du coup, comme tu disais, on peut tout de suite bénéficier plus rapidement des ventes des services associés. Et en OPEX, c'est-à-dire en coût d'entretien et de maintenance, il y a beaucoup de moins de risques liés à la poussière, liés au feu. La place, les composants qui s'oxydent moins, etc. Donc il y a besoin de moins pour entretenir ces data centers. Voilà. C'est une façon, on revient sur l'acceptabilité. Dossier cher à David Brulet, Total Energy. Voilà, c'est une façon de dire aux entreprises, finalement, ça va être simple. Ça va être moins cher au final et ça va être simple d'usage. Frédéric, et n'oublions pas, ce liquide est garanti alors un certain nombre d'années. Alors ça va dépendre, mais en général, c'est entre 10, 15, voire 20 ans. On n'a pas besoin de refaire le plein de cette huile, ce fluide, puisqu'en fait, il va durer le temps suffisant pour pouvoir y mettre plusieurs générations de serveurs. Et voilà, il ne perdra pas ses qualités techniques. est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Parce que c'est un sujet aussi passionnant, sujet d'avenir, bien sûr, hein, le refroidissement des data centers. Vous voulez poser une question, monsieur? Alors, je vais vous passer le micro. Alors, attendez, c'est assez moderne. Voilà. Vous allez vous partager le micro tous les deux. Hein. Allez-y, monsieur. Merci. Alors, je suis très intéressé parce que j'ai fait une formation sur les data Mettez bien le micro en face à la bouche. Voilà. J'ai fait une formation récemment sur les data centers avec l'université de Schneider Electric. Et c'est très ancien, hein, donc c'était 2016, voire avant. Donc ça change totalement. Quel est le volume justement de ce liquide et comment ça fonctionne? Parce que Jensen Huang, par exemple, NVIDIA, il montrait ses GPU, donc il ne parlait pas forcément de liquide, il parlait plutôt d'aération pour le refroidissement de ces cellules. Voilà, alors, Frédéric Delperroux, Total Linux. Merci, alors, monsieur. Je Merci. partagerai après la réponse. Oui. En fait, si vous voulez, pour répondre à votre question sur quel volume ça représente, tout va dépendre du nombre de serveurs que vous allez mettre dans un bac. Un bac peut être rempli de 15, 20, 50, 100 serveurs et en fonction du nombre de quantité de serveurs, vous aurez un volume associé à cette quantité. Voilà. Pour la partie NVIDIA... Pardon qu'on se rende compte, c'est par exemple... Allez, 10 serveurs, combien de volume? On va faire simple. Ouais. Vous avez déjà été chez Picard, Fabrice? Oui, un petit peu. Picard, les bacs, les congélos. Voilà, ça c'est un bac équivalent qui représente 40 serveurs. Ah, dans un bac? Un bac Picard, super. 40 serveurs. Ça c'est bien imagé. Belle image. Ah oui, c'est parfait. Bravo, j'ai tout compris. NVIDIA, pour revenir à NVIDIA, NVIDIA aujourd'hui préconise plutôt un refroidissement, tu me diras si je me trompe, en refroidissement par eau, type DLC, bien que l'ensemble de leurs composants aujourd'hui sont refroidis par air. Voilà. Thierry Grushka, Cisco. Oui, sans rentrer dans la complexité de ces systèmes de refroidissement, on va dire qu'il y a le refroidissement par air et le refroidissement par liquide. Et dans le refroidissement par liquide, il y a le refroidissement directement sur les composants avec une plaque froide qui va venir sur le composant. Voilà. Et ici, il va glisser 2 tuyaux
qui amène de l'eau froide et puis qui va repartir chaude. On est sur de l'eau, c'est un peu dangereux s'il y a des fuites, etc. Et puis il y a le liquide, le fluide dont on parle, où là on baigne directement les composants dedans. Il faut quand même savoir que ce système-là refroidit les composants, mais n'arrive pas à refroidir l'ensemble. Donc il faut quand même rajouter les systèmes de refroidissement d'air. Donc finalement, les deux technologies viennent s'additionner en termes de consommation énergétique, complexité, etc. Donc les deux existent, ça dépend des solutions et des préférences. Nous, bien évidemment, on a plutôt la préférence pour l'immersion. Nécessairement, j'avais bien compris. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour l'échange. Ma question, c'est sur le refroidissement par immersion. Donc on dit qu'il faut se rapprocher des consommateurs. Dans le cadre de cette nouvelle topologie, on va dire, de DC, il est préférable de centraliser un gros data center proche du consommateur ou de fonctionner avec une multitude de data centers voilà, dans une grande ville moyenne. Comment vous voyez en fait la taille de ces data centers? Est-ce qu'ils doivent être modifiés ou rester à l'identique? Peut-être vous, David Bruley? Il y a plusieurs modèles, effectivement. Donc, on va avoir historiquement, on avait des data centers qui étaient de taille assez importante. Quand on va regarder les hyperscalers, ils vont chercher à développer des data centers de plus en plus gros. Donc, de plus en plus gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si historiquement, on était sur des 100 mégawatts, maintenant, on parle certainement aux États-Unis de data centers qui vont être autour de 500, 1000 mégawatts. Donc, d'énormes capacités, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. D'énormes capacités de data centers qui vont être installées. Là, on est à quelques dizaines de kilomètres ou dizaines de kilomètres des lieux de consommation. Après, plus localement, il peut y avoir et il y aura plein de serveurs et de data centers autour du edge computing qui seront de taille beaucoup plus réduite. Et on se retrouve avec beaucoup d'acteurs de colocation qui cherchent au sein des grandes villes des petits lieux où installer des data centers, donc de taille beaucoup plus réduite. Là, on va être sur des projets qui vont être inférieurs à 50 MW. Frédéric Delperron. Alors, pour compléter ce que disait David, en fait, les petits data centers en cœur de ville ne pourront pas avoir des capacités électriques importantes. Aujourd'hui, les gens comme Enedis ne pourront pas faire venir 50, 100 MW en cœur de ville. C'est juste impossible. Vous auriez des pylônes en plein milieu des rues, ça serait carrément pas possible. Donc, on va préférer disséminer un certain nombre de petits data centers dits edge, de petite taille, de manière à avoir une redondance. Il ne faut pas oublier à quoi ça sert les data centers. Ça sert à sauvegarder de la data. Supposons que vous avez un data center qui tombe, il faut que vous ayez des data centers pas trop loin, de manière à avoir une redondance de la data. Ça, c'était pour la partie sécure des data. Et puis, vous avez un autre problème géopolitique qui est en train d'arriver. C'est qu'aujourd'hui, vous envoyez, vous supprimez l'activité d'un data center d'un hyperscaler en France, il y en a quelques-uns, vous allez faire quelques malheureux. Vous supprimez quelques edge, ça n'aura aucun impact. Thierry Grushka. Oui, pour finir sur les data centers urbains, donc des petits data centers, 1, 2, 5 MW maximum. On parlait de la récupération de la chaleur fatale tout à l'heure, c'est-à-dire que la chaleur dégagée par ces data centers, il y a des solutions qui sont en train d'être mises au point, notamment par EDF, pour récupérer cette chaleur et chauffer des bâtiments publics. Des îlots urbains ou des piscines, par exemple. Donc, il y a déjà des déploiements qui ont été faits pour la piscine olympique, piscine d'entraînement, etc. Donc, ce sont des solutions mixtes qui permettent comme ça de bien réutiliser la puissance dégagée. C'est quoi la suite maintenant? Est-ce que vous avez estimé combien de refroidisseurs immersifs vous allez installer à terme? Quel pourcentage du parc vous comptez capter justement chez tous les acteurs des data centers? C'est quoi le projet de déploiement, David Bruley? Nous, on fournit le liquide. Vous fournissez le liquide, pardon. Mais alors, je m'adresse plutôt... Non, je croyais que vous vouliez prendre la parole, David. Alors, Thierry Grushka, Cisco. Nous, on fournit le matériel et les serveurs. Après, les data centers, c'est plutôt... Ça va être Frédéric. Hein. Pour ça, je le regardais tout à l'heure. Pour faire super simple, à nouveau avec des chiffres... Ah oui, vous n'avez pas de micro. C'est vrai, je vous le rends. Pour faire super simple avec des chiffres, aujourd'hui, on va dire que les supercalculateurs, ce qu'on appelle HPC, High Power Computing, 20% du marché et 80% du marché, le reste. On a anticipé avec la croissance de l'IA un renversement à terme où 80%
du marché serait ces dispositifs IA et 20% le reste du calcul tout venant. Maintenant, avec presque 2 ans de recul, on se rend compte que le cloud simple continue de progresser tout autant. Alors, je vais faire une réponse un peu de Normand, sûrement du 50-50, mais ce qui fait quand même une très belle progression côté IA. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir et de constater avec les partenaires et clients du moment. Allez, ça sera le mot de la fin, vous Thierry. Frédéric, décidément, je croise les skis en fin de journée. Pour compléter ce que disait Thierry, en fait, on est en train de constater que l'IA va très vite et peut-être même un peu trop vite, dans le sens où on n'aura pas la capacité à accompagner toute cette consommation électrique. Donc, non seulement certains fondeurs ne pourront pas livrer autant de GPU que nécessaire, donc ça c'est un premier point. Deuxièmement, on n'aura pas les capacités électriques à alimenter tout ça. Troisièmement, on n'aura pas les capacités à évacuer toute cette chaleur, cette énergie. Et puis dernièrement, le cloud classique est en train de reprendre le dessus. Et on a toujours des besoins cloud qui sont toujours extrêmement importants. Donc en fait, le marché de l'IA est très en avant médiatiquement, Big 11, etc., très bien. Mais en fait, le business, il reste encore maintenant, pour l'instant, sur le cloud. Bien sûr. Frédéric Delperroux, Total Linux, Thierry Grushka, Cisco, David Brulet, Total Energy. C'était passionnant, on peut les applaudir très très fort. Merci à tous les trois. Tiens, si vous voulez aller voir justement le stand Cisco, hein, il est derrière. Allez voir justement à quoi ça ressemble physiquement. Merci d'être venus. Voilà, ainsi se termine Big 11. On a été très très heureux, voilà, ici d'animer 10 tables rondes avec toute l'équipe technique, évidemment. Merci d'être venus. Bonne soirée, bon retour, à très bientôt.